Bonjour et bienvenue au château d'Auziel. Nous sommes maintenant en face du château d'Auziel. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que ceci est le deuxième château d'Auziel. En effet, le premier château connu, et dont il est fait mention dès 1272, était une forteresse construite sur ce qui est maintenant le centre du village, et en particulier à l'emplacement de l'église actuelle. Pour ceux qui ont déjà visité l'église, on vous a dit qu'elle était bâtie en partie sur les restes du premier château. La première mention de ce qui est appelé à l'époque le nouveau château date de 1462, quand le capitoul Bernard de Roquette achète le fief et fait édifier ce nouveau château. La partie la plus ancienne est probablement ce qui est l'aile ouest des communs. En effet, c'est là que l'on a retrouvé une pierre gravée portant la date de 1572, pierre qui était probablement une partie de la chapelle castrale. On sait par ailleurs que les 4 tours du château existaient dès la fin du XVIe siècle et avaient à l'époque déjà les 2 étages, comme on le verra tout à l'heure en passant dans les douves. Il est probable que la base du château date de cette époque, puisque vous verrez que l'on y trouve des fenêtres à meneaux qui sont caractéristiques de cette époque. Sur ces tours, vous verrez des bouches à feu, c'est-à-dire des meurtrières, aménagées pour que l'on puisse y placer des canons. Donc ces tours avaient probablement une fonction défensive, à moins que ces meurtrières aient été ajoutées simplement pour des raisons d'esthétique à cette époque. Ces bouches à feu sont aussi caractéristiques du XVIe siècle. Le château initial a été fortement remanié au XVIIe siècle et en 1651, les travaux d'aménagement s'achèvent. Le propriétaire d'alors s'appelle Marc de Noé de Guitaut. Ces travaux correspondent à la reconstruction du rez-de-chaussée et du premier étage. Ensuite, un siècle plus tard, le château a été surélevé avec l'addition d'un 2e étage. On retrouve aujourd'hui, à la limite entre le premier et le 2e étage, les traces de la toiture originale du château, qui sont visibles de l'intérieur du château. Et vous pouvez remarquer que les fenêtres du 2e étage sont moins hautes que celles des 2 étages inférieurs. Cela a été vraisemblablement fait pour éviter que le château ne dépasse la hauteur des 2 tours. En effet, vous voyez clairement qu'avec un 2e étage de taille équivalente aux 2 premiers, les 2 tours seraient complètement écrasées dans la bâtisse elle-même. Vous noterez en regardant en haut des tours, à l'approche de la jonction avec la façade, la présence de fenêtres qui ont été murées au moment de la surélévation du château. La construction du château se poursuit au XVIIIe siècle par l'adjonction de l'aile ouest, située à votre gauche. Un siècle plus tard, au XIXe siècle, c'est le grand-père du propriétaire actuel qui fait construire l'aile droite, qui est située à votre droite. Cette aile est construite sur le modèle de l'aile ouest. Cette aile est construite sur le modèle de l'aile ouest pour y faire pendant. Vous pourrez voir cependant que bien que tout à fait symétrique, il y a une petite différence qui est que la nouvelle aile est légèrement plus haute. En fait, elle a été construite pour servir de silo à grains et de chai, puisque le château en fait faisait partie d'une propriété agricole qui s'étendait sur 112 hectares. Cette propriété était gérée par plusieurs métairies, dont on trouve encore les traces aujourd'hui sur la commune d'Auziel.
Bon, je vous invite maintenant à vous déplacer vers la façade est du château. Nous sommes ici devant cette façade et nous pouvons bien voir le système des douves qui entourent le château. À l'origine, il y avait 3 entrées au château. Une entrée sur la façade sud que nous venons de quitter, une entrée symétrique sur la façade nord que nous verrons tout à l'heure. Et ici, une 3e entrée qui est aujourd'hui condamnée et dont vous voyez les traces murées. Ceci date du XVIIe siècle, au moment où il y a eu des remaniements importants sur le château. À l'origine, ces 3 entrées étaient pourvues de ponts en bois. Ces ponts étaient remplacés au nord et au sud par des ponts en briques. Que sait-on des propriétaires respectifs du château ? En fait, on sait qu'en 1266, le comte de Toulouse, Raymond VII, avait créé une viguerie, la viguerie de Toulouse, c'est-à-dire une circonscription administrative soumise à un juge appelé viguier. Et Auziel était le chef-lieu de cette viguerie qui comprenait 4 châtellenies. En 1462, Bernard de Roquette achète une partie de domaine et c'est lui qui démarre la construction du nouveau château d'Auziel. Il sera élu capitoul à plusieurs reprises. Au XVIe siècle, Auziel subit les désastres des guerres de religion. Le village est complètement dévasté en 1570, en 1577 et en 1589. Suite à ces désastres, il y a reconstruction et commence alors l'édification de la partie inférieure du château. Au cours du temps, le château a changé plusieurs fois de propriétaire et le plus illustre d'entre eux est sans doute François Duperrier, qui était au Parlement de Toulouse et pour qui Malherbe avait composé les vers célèbres à l'occasion du décès de sa fille. Vers qui disent « Et Rose, elle a vécu ce que durent les roses, l'espace d'un matin ». Poème qui est connu sous le nom de Consolation à Monsieur Duperrier. Au début du XVIIe siècle, le seigneur d'Auziel est Guillaume de Roquette. Puis en 1689, un nouveau propriétaire, Jean-Louis Martin, et qui est aussi capitoul. Ensuite, la propriété passe à Jean de Rochet de Bolay, qui rendit hommage au roi en 1724. Le marquis Jean de Rochet de Bolay rendait la justice au château en tant que viguier. Cette famille émigre pour fuir la Révolution française. Le château est aujourd'hui dans le patrimoine de la famille de Boussac et ce depuis 220 ans. Les propriétaires actuels sont des descendants du capitoul Mathieu de Boussac qui a été anobli en 1720 en tant que capitoul. Nous nous déplaçons maintenant vers la face nord, la face arrière du château. Vous pouvez remarquer que la structure de cette face est la même que celle de la façade sud, à une différence près, tout à fait remarquable, c'est que les tours sur cette façade sont carrées, contrairement aux tours rondes que nous avons vues sur la façade sud. Vous pouvez noter sur les tours carrées et à la limite du toit les restes d'une fenêtre qui a été murée lorsque le 2e étage a été ajouté. Ces tours carrées sont munies de bouches à feu, tout comme les tours rondes de la façade avant. Nous nous arrêtons maintenant au pied de l'escalier pour remarquer cette fenêtre qui est partiellement prise dans la maçonnerie du pont.
ce qui montre que la maçonnerie a été réalisée postérieurement à la fenêtre. Et comme nous l'avons vu tout à l'heure, ceci est dû au fait qu'à l'origine, ici, ce n'était pas un pont en briques que nous avions, mais c'était un pont en bois. Et que cette bâtisse de briques a été rajoutée ultérieurement pour franchir les douves. Bon, nous allons maintenant descendre dans les douves. Et certains se demandent si ces douves étaient remplies d'eau. La réponse est non. Il s'agissait de douves sèches. Et nous pouvons voir en effet, au niveau de ces douves, ici, vous voyez la présence de meurtrières. Et puis, en faisant le tour, nous verrons aussi qu'à ce niveau, il y a des fenêtres. Donc, il est tout à fait clair qu'il n'y avait pas d'eau dans ces douves, qu'il s'agissait de douves sèches. Bon, nous avançons. Là, nous passons devant l'ancien puits. Et je voudrais ici vous signaler un détail de restauration. En fait, au moment de la restauration, il manquait un certain nombre de briques qui avaient disparu. Certaines de ces briques ont été remplacées, mais ici vous voyez une technique de restauration particulière qui a été utilisée. Vous voyez que certaines briques paraissent plus rouges que les autres. En fait, ce ne sont pas des briques. Ici, les manquants ont été remplis avec de la résine qui, après durcissement, a été sculptée pour donner la forme de briques et créer des joints qui ont été remplis d'enduit pour retrouver l'harmonie générale avec le reste de la bâtisse. Puisque nous parlons des joints, il faut savoir que la restauration récente a été faite par deux entreprises différentes. Une première entreprise a fait la partie haute, c'est-à-dire le château. Et vous voyez que sur cette partie, les joints arrivent au ras de la brique. Ceci n'est pas conforme à la construction d'époque, mais cette technique a l'avantage de laisser couler l'eau sur la brique et donc de respecter davantage la brique. La deuxième entreprise qui a pris en charge la restauration des douves a rénové les joints à l'identique de ce qu'ils étaient à l'origine. C'est-à-dire, vous voyez que ces joints sont en creux, ce qui certes a l'inconvénient de retenir davantage l'eau, mais qui est plus esthétique et qui correspond à la technique originelle d'assemblage des briques. Bon, maintenant on va continuer à avancer pour faire le tour du château tout en restant dans les douves. Ici, nous passons sous la troisième entrée du château, entrée qui a été supprimée au moment du remaniement au XVIIe siècle. Et maintenant, nous arrivons sous le pont de briques qui se trouve devant l'entrée principale du château, sur la façade sud. Nous continuons et voilà, maintenant je vais vous présenter une première fenêtre à meneaux. Vous allez voir que nous allons croiser une série de fenêtres à meneaux qui sont caractéristiques du XVIe siècle et qui datent probablement de la première phase de construction du château. Vous voyez que sur ces fenêtres, sur ces meneaux, en fait, les travaux de restauration ont permis de combler des manquants, comme vous pouvez le voir ici. Maintenant, nous passons vers la façade ouest et vous voyez là, au niveau des douves, 3 autres fenêtres à meneaux. Et vous voyez que
Au cours de la restauration, il a même fallu complètement remplacer le meneau de la dernière fenêtre. Vous voyez qu'ici il s'agit d'un meneau qui a été qui est un meneau neuf qui a été sculpté et mis en place au moment de la rénovation. Bon, nous avançons et maintenant nous sortons des douves. Et tout à l'heure, si vous le désirez, vous pourrez aller par vous-même jusqu'au pigeonnier que vous voyez là-bas. Alors, on ne rentre pas dans le pigeonnier. On peut l'approcher, mais je vous demande de ne pas rentrer dans le pigeonnier. En effet, la toiture a été refaite pour protéger la structure mais aucun travaux de restauration n'a été effectué à l'intérieur de ce pigeonnier et il est dans un état où il serait encore dangereux de s'aventurer. Donc vous pouvez aller au pigeonnier, mais ne rentrez pas. Le rez-de-chaussée de ce pigeonnier, vous verrez, a une structure en voûte et dans cette partie, il n'y avait pas de nichoir. Les nichoirs étaient installés dans la partie supérieure. À la limite du rez-de-chaussée et des étages supérieurs, vous noterez la présence d'une rangée de faïences qu'on appelle les rendières, faïences lisses qui avaient pour fonction d'empêcher les rats de grimper sur la façade et en fait d'accéder au nichoir. Bon, il est important de noter ici qu'à l'époque de la construction du château, la détention d'un pigeonnier était un privilège qui était accordé aux nobles. En fait, le pigeonnier était un symbole de prestige. Le pigeonnier était d'autant plus imposant que le seigneur était plus important et le nombre d'oiseaux était aussi un symbole de la puissance du seigneur. Bon, nous allons avancer, nous passons maintenant devant la ferme. Cette petite construction appelée ferme, qui n'était pas une ferme à proprement parler, puisque les fermes étaient réparties sur l'ensemble du domaine. C'est un peu comme à Versailles, où le petit Trianon était la ferme de Marie-Antoinette. Il est probable que cette construction a été aménagée parce que le propriétaire du château aimait avoir des animaux auprès de lui et c'était peut-être un peu une mode à cette époque. Alors une autre question qui est souvent posée, est-ce qu'il y a des souterrains qui vont du château au village? On entend régulièrement parler de ça. On connaît en effet au village des traces de souterrains, sans connaître exactement quel est leur tracé. Au château, on ne sait pas grand-chose. Au cours de travaux de terrassement récents au château, un effondrement a mis en évidence une cavité bâtie dans laquelle on peut progresser en se penchant. Cette structure n'a pas été explorée, mais on pense qu'elle fut construite pour évacuer les eaux de pluie du château et de la cour d'honneur. En fait, ce serait un système de drainage. Ce système est particulièrement efficace puisqu'à ce jour, le château n'a jamais connu d'inondation, même lors des plus fortes pluies. Maintenant, nous terminons notre visite et nous passons devant le claustrat qui délimite la cour d'honneur. Au moment des travaux, vous voyez que ces claustrats ont également été restaurés. Et au moment où ces restaurations ont eu lieu, de nombreuses tuiles composantes de la claustra étaient cassées ou avaient disparu. Il a donc fallu reconstituer les éléments manquants. Tuiles
ont été fabriquées selon exactement le modèle des tuiles anciennes. Et ensuite, les claustras ont été reconstitués en mélangeant les tuiles d'origine qui sont patinées et les tuiles neuves, de façon à avoir quelque chose d'homogène, d'avoir une structure homogène. Bon, les statues de lions à l'entrée de la cour d'honneur ont également été restaurées. Les parties manquantes ont été rebouchées et vous pouvez voir, on les reconnaît au fait qu'elles sont légèrement plus rouges que les éléments d'origine. Il s'agit d'un travail très minutieux qui a été fait au pinceau à certains endroits. Voilà, nous arrivons au terme de notre visite. Si vous avez quelques questions, c'est le moment de les poser. Et sinon, j'espère que vous avez passé un moment agréable avec nous.